Qui vit? C'était fini. Que diriez-vous de baisser le volume, s'il vous plaît? Ah, vraiment? Est-ce qu'elle a aimé? Ruby, va chercher les enfants. Hollywood adore nous vendre des rêves, mais derrière certains des classiques les plus brillants du cinéma se cache une traînée de vie brisée et de gros titres hantés. Et si les films que vous adorez avaient en réalité laissé leurs stars sous le choc de scandales, de tragédies, ou pire? Le prix de la célébrité en vaut-il vraiment la peine, ou certains films sont-ils maudits dès le premier clap? Aujourd'hui, nous plongeons dans 15 films classiques qui ont laissé leurs plus grandes stars avec des cicatrices dont elles ne se remettront jamais, prêts à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur les légendes d'Hollywood. La fureur de vivre, 1955. Je suis désolée de t'avoir maltraité aujourd'hui. Vu de l'extérieur, la fureur de vivre était l'emblème ultime de la rébellion juvénile. James Dean dans cette veste rouge, brûlant de l'angoisse et du charisme d'une génération avide de changement. Mais personne ne s'attendait à quel point le destin de Dean reflèterait celui de son personnage condamné. Le tournage s'est terminé en septembre 1955. Quelques semaines plus tard, la Porsche Spyder de Dean est entrée en collision avec une autre voiture sur une route isolée de Californie, le tuant instantanément à 24 ans. La sortie du film s'est transformée en deuil national. Les fans se sont rués dans les cinémas pour voir un fantôme. James Dean était devenu un martyr, avant même d'être une véritable superstar. Les répercussions ne se sont pas arrêtées avec Dean. Son co-vedette Sal Mineo a été plus tard assassiné lors d'une agression au couteau aléatoire. Et Natalie Wood, une autre icône adolescente du film, se noirait dans des circonstances mystérieuses des décennies plus tard. Soudainement, vivre vite, mourir jeune n'était plus seulement un slogan de film. Cela ressemblait à une prophétie. La tragédie a cimenté la place du film dans la culture pop, mais elle a aussi jeté une ombre qui suivrait chaque acteur qui y était attaché. Pour Hollywood, la fureur de vivre n'était pas seulement un succès, c'était une prémonition, et personne ne voyait plus la rébellion adolescente de la même manière après l'avoir regardée. Était-ce une simple coïncidence, ou l'esprit téméraire du film s'est-il infiltré dans la vie réelle? Quoi qu'il en soit, la fureur de vivre a laissé un bilan tragique et une légende que personne ne pourrait jamais fuir. Cléopâtre, 1963. Je n'accorde pas d'audience privée à des personnes non identifiées. Grand, magnifique et catastrophique, Cléopâtre est le désastre classique d'Hollywood, qui a dévoré un studio et a failli faire de même avec ses stars. Elizabeth Taylor était l'actrice la mieux payée au monde, et la 20th Century Fox avait tout misé sur sa Cléopâtre. Au lieu de cela, le plateau s'est transformé en un cirque de dépassement de coûts, d'urgences sanitaires et de scandales à la une qui auraient fait rougir les dieux des tabloïds. La cocotte minute a explosé lorsque Taylor et son co-vedette Richard Burton ont entamé une liaison passionnée et très publique. Tous deux étaient mariés à d'autres personnes, et la presse s'est régalée de chaque baiser illicite. Le Vatican a qualifié leur romance de vagabondage érotique. Taylor a failli mourir d'une pneumonie pendant le tournage, nécessitant une trachéotomie qui a laissé une cicatrice. Le mariage de Burton s'effondra, la réputation de Taylor en prit un coup, et Fox vacilla au bord de la faillite, alors que le budget dépassait 30 millions de dollars, une somme monstrueuse à l'époque. La réaction a été sismique. Taylor a été qualifiée de briseuse de ménage et harcelée par les paparazzis à travers le monde. Le mariage tumultueux du couple est devenu la proie des tabloïds pendant une décennie. Le film lui-même, bien que visuellement époustouflant, n'a pas pu échapper à sa notoriété en coulisses et est devenu synonyme pour l'excès hollywoodien. Pour Taylor et Burton, Cléopâtre a apporté fortune et célébrité, mais à un coût personnel énorme. Ce qui a commencé comme une romance sur grand écran les a presque ruinés, prouvant que parfois les plus grandes catastrophes ne se produisent pas sur le plateau, mais dans le cœur et les gros titres des stars elles-mêmes. Les Désaxés, 1961. Tu es une vraie belle femme. Vous voulez une véritable tragédie hollywoodienne? Ne cherchez pas plus loin que The Misfits, le film qui ressemblait à un dernier baroud d'honneur, mais qui s'est déroulé comme un accident de voiture au ralenti pour tous les impliqués. C'était le dernier film achevé pour Marilyn Monroe et Clark Gable, et c'est presque étrange comment les thèmes de l'histoire, la solitude, le regret et les rêves qui s'évanouissent reflétaient la vie de son casting maudit.
Au moment où les caméras tournaient dans le désert étouffant du Nevada, le mariage de Monroe avec le dramaturge Arthur Miller se dissolvait devant toute l'équipe. Elle était souvent en retard ou absente, fortement médicamentée et visiblement en proie à des problèmes de santé mentale. Clark Gable, l'ancien roi indestructible d'Hollywood, a insisté pour réaliser ses propres cascades dangereuses dans un effort pour prouver qu'il était toujours à la hauteur. Cette décision s'avérerait fatale. Quelques jours après la fin du tournage, Gable a subi une crise cardiaque massive et est mort, beaucoup blâmant les exigences physiques du film. Montgomery Clift, déjà connu pour ses propres démons, apparaissait émacié et hanté, portant les cicatrices intérieures et extérieures de son accident de voiture presque fatal 5 ans plus tôt. L'atmosphère était lourde, avec des chroniqueurs de potins tournant comme des vautours, et le plateau lui-même devenant un microcosme de la cruauté d'Hollywood. Lorsque The Misfits a été présenté en première, le public a été stupéfait par son ton brut et sans phare. Mais le véritable drame s'est déroulé hors écran. La santé et la carrière de Monroe, en déclin, ne se sont jamais rétablies, et elle est morte d'une overdose de drogue 1 an plus tard. Le déclin de Clift ne fit qu'accélérer. S'il y a jamais eu un film qui semblait maudit par le destin, c'est bien celui-ci. En fin de compte, Les Désaxés n'a pas seulement marqué la fin d'une époque, il a écrit le dernier chapitre tragique pour 3 de ses plus grandes stars. Le Magicien d'Oz, 1939. Chemin vers la cité d'Émeraude pour demander au magicien d'Oz de m'aider. Tu vas voir un sorcier? On ne peut pas parler de cinéma classique sans mentionner Le Magicien d'Oz, mais derrière la magie technicolor se cachait un enfer personnel pour sa jeune star, Judy Garland. Ce n'était pas seulement un tournage exigeant, c'était le point de départ d'une vie d'exploitation, de dépendance et de chagrin. Les dirigeants du studio étaient obsédés par la préservation de l'image de fille d'à côté de Judy, ce qui signifiait un contrôle draconien sur son apparence. Garland était forcé de suivre un régime strict, vivant apparemment de peu plus que de café, de soupe au poulet et d'amphétamine pour rester mince. Les médecins du studio lui prescrivaient des pilules pour l'aider à dormir, et des pilules pour la garder éveillée, créant une dépendance qui la hantrait pour le reste de sa vie courte et tumultueuse. Les horreurs ne s'arrêtaient pas là. Garland endurait de longues heures sous les projecteurs brûlants du studio, un traitement abusif de la part de certains membres de l'équipe, et la menace constante d'être remplacée si elle ne répondait pas aux attentes. Les cicatrices psychologiques étaient profondes. Des amis et costards diraient plus tard que Judy n'a jamais échappé à l'insécurité et à l'anxiété qu'Oz avait gravé dans son esprit. Bien que Le Magicien d'Oz soit devenu un classique adoré, sa réalisation a déclenché un effet domino tragique. Les luttes de Judy contre la dépendance, sa série de mariages ratés et sa mort prématurée à seulement 47 ans trouvent toutes leurs racines dans cette production supposément saine. Derrière la route de briques jaunes se trouvait une usine qui a mâché et recraché sa plus grande star. La magie d'Hollywood, parfois ce n'est que de la fumée et des miroirs cachant une réalité bien plus sombre. Poltergeist, 1982. Certains films semblent maudits, et Poltergeist hante ce territoire depuis sa sortie. À l'écran, c'est un tour de montagne russe surnaturel, mais hors écran, la tragédie qui a poursuivi ses stars est digne des cauchemars d'Hollywood. Heather O'Rourke, le visage angélique de la franchise, avait seulement 6 ans lorsqu'elle est devenue la chérie hantée de l'Amérique. Mais la malédiction de Poltergeist a fait surface avec une rapidité terrifiante. Dominique Dunne, qui jouait sa sœur aînée, a été assassinée par son ex-petite amie quelques mois après la première du premier film. L'histoire a fait la une des journaux, et l'ombre n'a fait que s'assombrir à mesure que les suites avançaient. O'Rourke elle-même a souffert d'une série de problèmes de santé inexpliqués pendant le tournage. Pendant la production du 3e film, elle est tombée gravement malade et est décédée de manière inattendue à l'âge de 12 ans d'un choc septique. Les tabloïds hollywoodiens ont explosé avec des discussions sur des malédictions, des plateaux hantés et de vrais squelettes utilisés comme accessoires, des légendes urbaines alimentées par une véritable perte et confusion. Derrière toutes les spéculations, ce qui est indéniable, c'est que Poltergeist a laissé un héritage bien plus effrayant que ce que son scénario prévoyait. Pour les familles de Dunne et O'Rourke, le succès fulgurant de la franchise n'était qu'un autre coup dur, preuve que parfois les histoires les plus effrayantes d'Hollywood se déroulent bien après le générique de fin. Coïncidence ou malédiction? Quoi qu'il en soit, la véritable horreur n'a jamais été à l'écran. Rosemary's Baby,
1968. Si vous pensez que l'horreur ne se produit que sur l'écran, Rosemary's Baby n'est pas d'accord. Le thriller surnaturel de Roman Polanski n'a pas seulement marqué un tournant pour l'horreur, il est devenu un tournant pour tous ceux qui y ont participé, en particulier Mia Farrow. Imaginez entrer dans un rôle qui exige que vous jouiez une femme manipulée et terrorisée à chaque instant, tandis que votre vie réelle s'effondre en parallèle. C'est le prix que Mia Farrow a payé. Elle est arrivée sur le plateau déjà sur la corde raide. Son mariage avec Frank Sinatra ne tenait qu'à un fil, et la pression de jouer dans un film audacieux n'aidait pas. Sinatra a porté le coup de grâce de la manière la plus hollywoodienne possible, en lui remettant les papiers du divorce sur le plateau. Mais ce n'est pas là que l'ombre du film s'est arrêtée. Le succès fulgurant du film a propulsé Farrow vers de nouveaux sommets, mais l'a laissé émotionnellement vidé. Et la connexion avec Polanski? Cela deviendrait encore plus sombre. Alors que le film attirait les foules, la femme enceinte de Polanski, l'actrice Sharon Tate, a été brutalement assassinée par la famille Manson. Les médias ne pouvaient pas résister au lien entre l'horreur satanique et le mal réel. Soudain, Rosemary's Baby n'était plus seulement de la fiction. C'était une partie d'un récit hollywoodien glaçant qui semblait s'écrire lui-même dans le sang et la perte. L'héritage? Farrow est devenu une figure hantée, admirée pour sa performance, mais à jamais marquée par un désastre personnel. Le carnage hors écran du film a laissé beaucoup croire que certains plateaux sont vraiment maudits. Rosemary's Baby a peut-être effrayé des millions de personnes, mais pour Mia Farrow et ceux qui l'entouraient, les cauchemars étaient douloureusement réels. Hollywood aime brouiller les frontières entre l'art et la vie, mais dans ce cas, personne n'en est sorti indemne. Twilight Zone, The Movie, 1983. Ça vous dit quelque chose? Tiens-le en place, hein? Que veux-tu dire par tiens-le en place? On s'attendrait à ce qu'un film sur des catastrophes surnaturelles apporte son lot de frissons, mais Twilight Zone, The Movie a transformé la fiction en une tragédie impensable, changeant à jamais les normes de sécurité à Hollywood. Vic Morrow, un acteur de caractère respecté faisant un retour en fin de carrière, a été choisi pour incarner un bigot amer, forcé de confronter les conséquences horribles de la haine. Mais personne ne pouvait prédire à quel point le danger deviendrait réel. Lors d'un tournage de nuit pour le segment du réalisateur John Landis, Morrow et deux jeunes acteurs enfants, Micah Dinler et Renee Shinchen, tournaient une scène impliquant des hélicoptères volant à basse altitude et des effets pyrotechniques explosifs. Ce qui s'est passé ensuite était un véritable cauchemar. L'hélicoptère a été abattu par l'explosion, tuant les trois sur le coup. L'accident, filmé, était si choquant qu'il a déclenché une tempête de procès criminels et de remises en question dans toute l'industrie. Landis et d'autres membres de l'équipe ont été accusés d'homicide involontaire, et le procès qui a suivi a révélé un schéma d'imprudence, des enfants acteurs travaillant sans permis, des cascades précipitées et des protocoles de sécurité ignorés. Les retombées furent nucléaires. De nouvelles réglementations ont transformé la manière dont les films étaient réalisés, avec des lois sur le travail des enfants plus strictes et une attention beaucoup plus accrue à la sécurité sur le plateau. L'histoire de Twilight Zone, The Movie, est devenue un conte de mise en garde chuchoté sur les plateaux de tournage depuis. Pour Vic Morrow, cela devait être un retour professionnel. Au lieu de cela, c'est devenu un héritage terrifiant. Un sombre rappel que certaines catastrophes cinématographiques laissent des marques qu'aucune magie du cinéma ne peut effacer. Le Conquérant, 1956. Combien de marchés avez-vous observé? 30, pas plus. Nous en prendrons le double. Dans le panthéon des mauvaises idées d'Hollywood, The Conqueror est un désastre de proportions mythiques. Vous avez John Wayne, le cow-boy préféré de l'Amérique, dans le rôle de Genghis Khan, et une production qui a insisté pour tourner dans le désert de l'Utah, sous le vent des récents essais nucléaires. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Il s'avère que tout. Les acteurs et l'équipe ont passé des mois à filmer dans des zones de retombées radioactives, avec le gouvernement des États-Unis leur assurant qu'il n'y avait aucun danger. John Wayne, Susan Hayward, le réalisateur Dick Powell et près d'une centaine d'autres ont travaillé, campé et même emporté de la terre comme souvenir. En quelques années, un nombre stupéfiant, selon certains décomptes plus de 90, développerait un cancer. Wayne et Hayward ont tous deux succombé, tout comme Powell et la co-vedette Agnes Moorehead.
Statistiquement, le taux de cancer parmi le casting et l'équipe était astronomique. Les potins d'Hollywood l'ont appelé « le film qui a tué John Wayne ». Le studio a nié toute responsabilité, mais les preuves étaient impossibles à ignorer. Le film lui-même fut un échec, universellement moqué pour son casting et son scénario insensible, mais sa véritable infamie vient de la souffrance qui a suivi. À la fin, The Conqueror est devenu un sombre conte de mise en garde sur le prix de l'ignorance, de l'arrogance et de la confiance accordée aux mauvais experts. Quand l'héritage d'un film se mesure en funérailles plutôt qu'en recettes au box-office, vous savez que vous avez affaire à un véritable désastre hollywoodien écrit non par des scénaristes mais par le destin et les retombées. Jane, je suis désolée. Je n'ai pas voulu sonner pour mon petit déjeuner. Je me demandais juste qui étaient toutes ces personnes à la porte de derrière. Qu'est-il arrivé à Baby Jane, 1962? S'il y a jamais eu un film où le drame hors écran était aussi intense que ce qui s'est passé devant la caméra, c'est bien. Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Ce n'était pas juste un thriller sur deux sœurs vieillissantes enfermées dans une bataille de volonté et de ressentiment. C'était une véritable guerre hollywoodienne entre Bette Davis et Joan Crawford. Ce n'était pas seulement des rivales. Au moment où Baby Jane est arrivée, elles étaient des ennemies acharnés, et la production a tout fait, sauf vendre des billets pour leur querelle. Sur le plateau, la tension était légendaire. Davis aurait fait installer un distributeur de Coca-Cola juste pour agacer Crawford, qui était depuis longtemps l'égérie de Pepsi. Lorsqu'une scène exigeait que Davis malmène Crawford, les coups étaient un peu trop réels, et pendant une séquence où Crawford devait traîner Davis à travers une pièce, elle a rempli ses poches de poids pour que Davis se fatigue. L'équipe ne savait pas s'il fallait rire ou se mettre à l'abri, mais derrière l'épitrerie, les deux actrices ont payé le prix. La réputation de Crawford a encore souffert alors que des histoires sur son comportement exigeant et manipulateur circulaient, et Davis, bien que loué pour sa performance, a été accusé d'aller trop loin. Le film a été un succès, mais il a à jamais marqué les deux femmes avec les rôles qu'elles ont joués. Monstre, victime, ancienne gloire s'accrochant au reste de la célébrité. Après le film, la querelle s'est intensifiée, empoisonnant toute chance de relance de carrière pour l'une ou l'autre des légendes. Leur amertume mutuelle est devenue une légende d'Hollywood, et les tentatives de capitaliser sur leur rivalité dans des projets ultérieurs ont échoué. À la fin, qu'est-il arrivé à Baby Jane? A offert aux deux stars un dernier moment sous les projecteurs, puis les a enfermés dans l'imaginaire du public comme les personnages mêmes qu'elles avaient passé leur vie à essayer de ne pas devenir. Parfois, la véritable horreur n'est pas à l'écran, elle est dans la chaise de maquillage à côté de vous. L'African Queen, 1951. Oh, vous ne savez pas ce que vous faites, mademoiselle. Je vais périr sans un remontant. On pourrait penser que deux légendes du cinéma comme Humphrey Bogart et Katharine Hepburn pourraient gérer tout ce que Hollywood leur lançait. Mais l'Odyssée de l'African Queen n'était pas seulement un test de talent d'acteur. C'était un défi de survie, digne de la télé-réalité. Tourné sur place dans les contrées sauvages de l'Ouganda et du Congo, le tournage s'est rapidement transformé en marathon de misère pour les acteurs et l'équipe. Hepburn, déterminé à prouver sa résistance, a suivi le conseil des locaux et n'a bu que de l'eau pour passer la plupart du temps de tournage malade comme un chien avec la dysenterie. Bogart, en revanche, s'en est tenu au whisky et s'en est sorti relativement indemne, se vantant célèbrement. J'étais le seul à ne pas tomber malade. J'ai bu le whisky et je me suis tenu à l'écart de l'eau. Le réalisateur John Huston n'a pas eu autant de chance non plus, luttant contre la maladie et la faune imprévisible, tout en essayant de gérer ses stars et son équipement au milieu de nulle part. Les moustiques, la chaleur accablante et les conditions fluviales traîtresses n'étaient pas seulement un décor, ils étaient l'événement principal. L'équipement tombait en panne, les esprits s'échauffaient, et le risque quotidien de maladie ou de blessure planait sur la production comme un nuage d'orage. Bogart a plus tard décrit l'expérience comme un long cauchemar interminable, tandis qu'Hepburn immortaliserait sa souffrance dans ses mémoires. Le résultat, un film classique et un rappel brutal que parfois, le plus grand désastre n'est pas ce qui est écrit dans le script, mais ce qui attend dans l'eau. Pour Bogart et Hepburn, l'Odyssée de l'African Queen était moins une histoire d'amour qu'une lutte pour la survie. Le plus grand prix était de s'en sortir vivant. La nuit du chasseur, 1955. Non, chère madame, si vous saviez quelle couronne d'épines j'ai portée dans ma recherche de ces poussins égarés.
La Nuit du chasseur est maintenant considérée comme un chef-d'œuvre, mais en 1955, ce fut un désastre au box-office et les répercussions ont touché ses stars. Et réalisateur dur, Charles Laughton, réalisant son premier et unique film, a tout donné pour créer un rêve fiévreux gothique du Sud. Robert Mitchum, dans le rôle du prédicateur meurtrier Harry Powell, a offert l'une des performances les plus glaçantes de sa carrière. Shelley Winters, déjà survivante d'un scandale personnel, a joué la veuve condamnée avec une vulnérabilité brute. Mais le public n'était pas prêt pour le style surréaliste du film ou son sujet sombre. Les critiques l'ont démoli et le film a fait un flop. Laughton était tellement dévasté par le contre-coup qu'il n'a jamais réalisé un autre film. La volonté de Winters de jouer des femmes tragiques et brisées l'a laissé catalogué et émotionnellement meurtri, tandis que la performance de Mitchum, initialement rejetée comme excessive, a hanté sa réputation pendant des années. L'échec du film a jeté une longue ombre. Winters s'est retiré d'Hollywood pendant un certain temps, luttant contre la dépression. Laughton est mort sans jamais savoir que son œuvre serait un jour saluée comme un classique. Pour tous ceux impliqués, La Nuit du chasseur était la preuve qu'Hollywood ne récompense pas toujours les preneurs de risques. Parfois, il les broie et laisse leur meilleur travail non reconnu jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pont de Waterloo, 1940. Madame, lisez-le, s'il vous plaît. On pourrait penser que jouer l'une des grandes héroïnes tragiques de la littérature dans Autant en emporte le vent serait le sommet de l'endurance émotionnelle de Vivien Leigh, mais c'est Waterloo Bridge qui l'a vraiment poussée à bout, et beaucoup croient que cela l'a mise sur un chemin dont elle ne se remettrait jamais. Le tournage a commencé quelques mois seulement après la victoire fulgurante de Leigh aux Oscars en tant que Scarlett O'Hara, mais l'ambiance sur le plateau était bien plus sombre. Leigh s'est investie dans le rôle de Mira, une ballerine poussée au désespoir et finalement à la tragédie par les cruautés de la guerre et du destin. Mais elle n'a pas seulement joué Mira, elle est devenue elle. Leigh était connue pour sa méthode d'acteur avant même que cela ait un nom, et les exigences émotionnelles du rôle ont commencé à brouiller les frontières entre le rôle et la réalité. Ceux qui étaient les plus proches d'elle ont remarqué un changement marqué, des accès de dépression, des sautes d'humeur imprévisibles et une incapacité croissante à se détacher de la souffrance du personnage. Ce n'était pas juste un autre tournage. Le poids psychologique de Waterloo Bridge, combiné aux troubles bipolaires sous-jacents de Leigh, déclencha des années d'instabilité qui allaient éclipser sa carrière éblouissante. Au revoir, chérie. Pourquoi dire au revoir alors que c'est seulement jusqu'au matin? Parce que... Elle a lutté pendant les années 1940 et 1950. Sa vie personnelle, avec Laurence Olivier, s'effondrait et sa santé mentale se détériorait. La beauté et le talent de Leigh restaient légendaires, mais derrière le glamour, elle menait une guerre privée que Waterloo Bridge n'avait fait qu'approfondir. Parfois, les plus grandes performances ont le coût le plus élevé. Pour Vivien Leigh, la danse sur Waterloo Bridge a laissé des cicatrices émotionnelles que même les lumières les plus brillantes d'Hollywood ne pourraient jamais effacer. Géant, 1956. Maintenant, tu vas rencontrer le voisin dont je te parlais. Attends un moment. Géant était censé être une épopée texane tentaculaire, avec de grandes stars, de grands décors et de grands rêves. Mais la réalisation de ce western classique est devenue un microcosme du chagrin hollywoodien, laissant son trio de stars avec des cicatrices qui ne guériraient jamais complètement. L'histoire est légendaire, mais le prix qu'elle a coûté est souvent négligé. James Dean, encore sous le choc de la fureur de vivre, s'est heurté au réalisateur George Stevens, repoussant les limites à l'écran et en dehors. Le besoin d'authenticité de Dean l'a poussé à réaliser des cascades de conduite risquées, et il a été tué dans un accident de voiture juste quelques jours. Quelques jours après la fin du tournage, sans jamais voir le film qui cimenterait son statut d'icône. La production était sous le choc, s'efforçant de doubler les répliques inachevées de Dean et pleurant la perte de l'un de ses plus grands talents. Je suis un garçon riche. Moi, je vais avoir plus d'argent que tu n'as jamais imaginé en avoir. Pourquoi c'est merveilleux, Jim? Elizabeth Taylor n'a pas non plus été épargnée par la malédiction du film. Pendant le tournage, elle a subi une blessure au dos qui la hantrait pendant des années. Son mariage avec l'acteur Michael Wilding s'est effondré sous la pression, et la chaleur implacable du Texas ainsi que le programme épuisant l'ont poussé au bord de l'effondrement. L'expérience a forgé une profonde amitié entre Taylor et Rock Hudson, mais elle a également laissé les deux stars changer.
Hudson, le Golden Boy d'Hollywood, ferait face plus tard à son propre désastre, devenant la première grande star à succomber publiquement au sida dans les années 1980. Sa performance stoïque dans Géant a acquis une nouvelle résonance tragique, rétrospectivement, un rappel de la rapidité avec laquelle les fortunes peuvent changer à Hollywood. Géant perdure comme un classique, mais pour Dean, Taylor et Hudson, c'était plus qu'un simple film. C'était un tournant qui a exigé plus de ses stars que quiconque n'aurait jamais imaginé. Ben-Hur, 1959. Ben-Hur est légendaire pour son ampleur, mais le véritable drame s'est déroulé en coulisses, surtout lors de cette course de chars emblématique. Charlton Heston s'est entraîné pendant des mois pour maîtriser l'art de conduire un char à 4 chevaux. Un faux mouvement et vous pouviez être éjecté, écrasé ou pire. Stephen Boyd, qui jouait son rival Messala, était également à la merci des chevaux déchaînés et des roues romaines branlantes spécialement construites. Mais les histoires les plus éprouvantes appartiennent à l'équipe de cascadeurs. Des dizaines ont été blessés, et il y a des rumeurs persistantes, bien que vivement débattues, qu'un cascadeur a été tué lorsque son char a basculé et qu'il a été piétiné. MGM a nié tout décès, mais même la presse de l'époque a noté des blessures horribles et des quasi-accidents. Le tournage de cette course a pris des mois sans CGI, sans harnais de sécurité, et avec peu plus que la chance pour éviter le désastre. Charlton Heston lui-même a admis qu'il était terrifié, disant « J'étais sûr que j'allais mourir au moins 2 fois par jour ». Pour le casting et l'équipe, Ben-Hur était une épreuve de nerfs et d'endurance, qui a laissé plus d'un avec des cicatrices à vie et un respect durable pour la dangerosité de l'ancien Hollywood. Bien sûr, le film a remporté un record de 11 Oscars, mais pour ceux qui ont survécu au chaos, le plus grand prix était d'en sortir vivant. Spartacus, 1960. Le Spartacus de Stanley Kubrick est une épopée qui a redéfini ce qu'un film de cap et d'épée pouvait être, mais cela a eu un coût élevé pour tous ceux impliqués, en particulier ses stars. Kirk Douglas, ne se contentant pas seulement de jouer, a également produit le film et a mené une bataille contre la liste noire d'Hollywood, insistant pour que le scénariste mis sur liste noire Dalton Trumbo obtienne le plein crédit. Cet acte de rébellion n'a pas seulement bouleversé les studios, il a failli ruiner la carrière de Douglas, car des financiers nerveux et des figures puissantes d'Hollywood ont menacé d'arrêter complètement le film. Sur le plateau, la production était chaotique. Kubrick s'est heurté à Douglas et au reste de la distribution, poussant les acteurs à travers des prises épuisantes et répétitives sous un soleil californien brûlant. Gene Simmons s'est effondré d'épuisement plus d'une fois, et Tony Curtis a subi une grave blessure en faisant du cheval. Des figurants et des cascadeurs ont été blessés lors des scènes de bataille massives en conditions réelles. Et un a failli perdre une main. Le stress a presque brisé Douglas. Il a admis plus tard avoir eu des sautes d'humeur violentes, des nuits blanches, et le sentiment que le poids de toute l'industrie reposait sur ses épaules. Écoutez, baronne, dites-leur que nous ne voulons rien de Rome, rien, sauf notre liberté. Tout ce que nous voulons, c'est sortir de ce fichu. Le mariage de Gene Simmons a commencé à se défaire, et le perfectionnisme implacable de Kubrick lui a valu des ennemis à vie dans le métier. Lorsque le film a finalement été présenté en première, ce fut un énorme succès, mais les cicatrices étaient permanentes. La carrière et la réputation de Douglas ont survécu, mais seulement après avoir enduré des menaces de désastre presque constantes. Spartacus est maintenant célébré pour son art et son courage, mais pour ceux qui l'ont réalisé, c'était une guerre sûre et hors du champ de bataille, et tout le monde n'en est pas sorti indemne. Hollywood a toujours promis que le spectacle doit continuer, mais comme le prouvent ses films, parfois les véritables désastres surviennent après que le réalisateur crie « Coupez ». Lequel de ces récits en coulisses vous a le plus choqué ou avons-nous manqué une calamité légendaire qui aurait dû figurer sur la liste? Partagez vos réflexions dans les commentaires et si vous voulez plus d'histoires vraies du côté obscur du cinéma, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de nous rejoindre pour la prochaine exploration approfondie.